Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Ça y est, l'attente est terminée. Bienvenue à la nouvelle émission Mythes et complots au 98.5 Montréal et au 104.7 Outaouais, présenté tous les dimanches à 14h. Christian Page, salut. Salut Jeff. Christian, spécifions tout de suite que tu es un des seuls journalistes sur la question du paranormal au pays. Oui, et c'est amusant que tu mentionnes cette notion de journalisme, parce que c'est de cette manière que nous allons aborder ces sujets du paranormal à travers cette émission. Donc, non pas comme des sceptiques ou des croyants, mais en ayant l'esprit ouvert, tout en étant également critique, pour sous-peser le poids du vrai, du contre, et d'essayer de déterminer, en tout cas, à tout le moins, de se faire une opinion objective sur les thématiques présentées. Et dans cette émission, nous allons démystifier les mystères, phénomènes paranormaux, et bien sûr, on traitera de théories du complot. Oui, et ce qui est amusant, c'est que lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, l'émission aura une fourchette très, très large. C'est-à-dire qu'on parlera bien sûr d'ovnis, de phénomènes de hantise, de possession, mais on ira également du côté des grands mystères historiques, à savoir, par exemple, qui était Jack l'Éventreur? La bête du Gévaudan a-t-elle réellement existé? L'homme au masque de fer n'est-il qu'un mythe? Alors, comme tu le vois, la fourchette sera très large. Et pour ma part, je te le spécifie d'entrée de jeu, j'aurai plein de questions pour toi. Et j'essaierai d'y répondre du mieux de ma connaissance, mais nous essaierons également de répondre à celles de nos auditeurs parce que nous accueillerons bien sûr leurs commentaires, ils pourront communiquer avec nous pour également nous communiquer leurs expériences et bien sûr poser des questions. Et plusieurs m'ont posé la question en passant, nous sommes en direct. Et d'ailleurs, ça c'est important parce qu'on va ouvrir les lignes à toutes les émissions. On souhaite vous faire une grande place, mesdames, messieurs. On veut entendre vos points de vue et vos histoires. Oui, et faut pas se le cacher, Jeff, l'émission Mythes et complots, c'est la seule tribune du genre dans une grande radio du Québec. Et bien sûr, comme tu l'as mentionné, nous allons accueillir les témoignages des gens qui voudront bien partager avec nous. Nous recevrons également leurs commentaires et j'essaierai, ou tu essaieras également, en fonction des questions qui seront posées, de répondre du mieux de nos connaissances à ces interrogations. Les sujets de la semaine, un général yougoslave raconte une anecdote d'OVNI, un télescope chinois pour repérer des extraterrestres, les autorités britanniques ne publieront plus de rapports sur les observations d'OVNI. Vous aurez compris qu'on commence en force et qu'on va parler des extraterrestres. La question du jour, croyez-vous que les gouvernements nous cachent de l'information sur les extraterrestres? Question à 100 000 $, mon ami. Et je donne tout de suite les numéros pour nous joindre. Dans le Grand Montréal, 514-790-9850. En Outaouais, 1-866-790-9850. Commençons tout de suite, Christian, avec ce général yougoslave qui raconte avoir observé des ovnis dans les années 70. Oui, ça c'est intéressant parce que lorsque l'on parle du phénomène des ovnis, c'est vrai que la presse américaine a fait souvent la une avec des histoires d'ovnis et ça depuis, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, lorsque l'on regarde du côté de l'ancienne Union soviétique et des pays alliés au bloc communiste de l'époque, on a l'impression que les informations nous arrivaient un peu au compte-gouttes et on avait même parfois l'impression que le phénomène était à peu près inexistant. Quelques auteurs qui parlaient le russe, qui ont eu accès à des documents qui à une certaine époque étaient classés top secret par l'armée rouge, ont à tout le moins donné le pouls là-bas de ce qui se passait, mais on avait quand même l'impression que le phénomène était très clairsemé. Et voilà que on apprend par la presse européenne la semaine dernière d'un général, un ancien chef de l'armée de l'air et de la défense aérienne de la Yougoslavie, donc l'ancienne Yougoslavie. Et pardonnez-moi si la prononciation n'y est pas exacte, mais c'est Zvonimir Jurjevic. Et ce monsieur Jurjevic raconte en fait que le phénomène des ovnis dans l'ancien bloc de l'Union soviétique était en fait omniprésent comme il l'était un peu chez les Américains. Et là, il raconte une anecdote qui est tout à fait incroyable. L'affaire remonte au tout début de 1975. Et là, il dit que plusieurs soirs, alors que il y avait des pratiques aériennes qui étaient menées par les forces
forces armées yougoslaves, alors que des appareils MiG étaient en vol. Donc, quelques minutes après le début des exercices militaires, des ovnis apparaissaient dans le ciel et semblaient faire des arabesques. Et à un moment donné, les forces armées yougoslaves ont ordonné à ces MiG, donc de construction soviétique, de se lancer à la poursuite de ces ovnis. Et tu l'auras compris, les performances aéronautiques de ces objets volants inconnus étaient telles que les avions russes n'ont pas réussi à les rejoindre. Et là, voilà ce qui nous amène à une anecdote qui, même si elle remonte à... Tu comprends qu'il aura fallu attendre plus de 45 ans pour avoir accès à cette information, mais malgré cela, ça nous montre bien que ce phénomène était omniprésent dans le ciel de l'ancien bloc de l'Union soviétique, comme il l'était tout aussi bien dans les cieux nord-américains ou européens. Et est-ce qu'on avait affaire à des extraterrestres? Parce qu'il faut faire une différence entre ovnis et extraterrestres. Quelle question judicieuse, Jeff. Parce que lorsqu'il est... Merci. Félicitations, mon ami. Parce que, effectivement, c'est vrai que dans le langage populaire, le mot ovni, qui est quand même l'acronyme de objet volant non identifié, est très souvent confondu avec une interprétation extraterrestre. Mais ovni n'est pas forcément synonyme d'extraterrestre. Il faut savoir que les extraterrestres, ou l'hypothèse extraterrestre, n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres pour expliquer la nature ou l'origine de ces objets volants inconnus. Donc ici, bien sûr, si on reprend notre nouvelle de ce général yougoslave qui nous parle de l'incident des années 70, il parle bien sûr d'objets volants non identifiés. Il ne spécule pas sur la nature de ces objets. C'est vraiment du tout un chacun de croire ou non que ces objets volants sont de nature extraterrestre. Mais ce qui est spécial là-dedans, c'est le fait que la poursuite n'est pas mené à un résultat concret, qu'on n'ait pas été capable de poursuivre ces objets en question. En fait, cette anecdote, elle est très semblable à de très nombreuses anecdotes du même genre qui ont été rapportées tant aux États-Unis qu'en Europe. Ce n'est pas la première fois que des avions de chasse se lancent à la poursuite des ovnis. D'ailleurs, l'une des plus célèbres histoires d'ovnis de tous les temps remonte à l'été de 1952, où dans les soirées du 19 juillet et du 26 juillet 1952, donc 2 week-ends consécutifs, des objets volants mystérieux sont non seulement apparus dans les cieux de Washington, D.C., mais sont également apparus sur les écrans radars des aéroports locaux. Étant ici bien, tu l'auras compris, que Washington, D.C. étant la capitale des États-Unis, et ces manifestations aériennes se produisaient à la fois au-dessus du Capitole, du Pentagone et de la Maison-Blanche. Et à l'époque, ce ne sont pas des drones? Non, ce n'étaient pas des drones. Et compte tenu que ces endroits, donc le Pentagone, la Maison-Blanche ou le Capitole, sont des endroits qui sont interdits de survol par des aéronefs. Alors évidemment, on a envoyé des avions de chasse pour poursuivre ces objets inconnus. Alors tu auras compris également qu'on était en pleine guerre froide, donc c'était la peur de la menace soviétique. Alors est-ce que ces objets inconnus étaient de nature russe? On a voulu le savoir, on a envoyé des chasseurs et tu auras très vite compris que ces objets ont surclassé le vol des appareils américains. Et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'au lendemain de ces observations, l'armée américaine avait tenu un point de presse et là on avait dit, vous savez, les observations du week-end finalement ont été provoquées par des inversions de température. Alors évidemment, on se demandait comment des pilotes de chasse avaient pu confondre des inversions de température à des ovnis, comment le public au sol avait pu confondre des inversions de température. Des inversions de température, Christian, rapidement? Oui, en fait, ce sont des sources lumineuses qui provenaient du sol. C'est l'explication proposée par l'armée. C'était des sources lumineuses qui provenaient du sol et à quelques moments dans l'atmosphère, il y a ces inversions de température qui forment écran et qui deviennent un peu comme des miroirs et qui reflétaient apparemment ces sources lumineuses. Ben, évidemment, tu auras compris que de croire que les radars ont pu être abusés par des inversions de température, les pilotes ou même le public, l'explication n'a pas tenu la route et étrangement, ces observations de 1952, devrais-je dire, ont été si importantes qu'elles ont donné le coup d'envoi à une nouvelle commission d'enquête sur les ovnis aux États-Unis. Parce que les Américains s'intéressaient à la question des ovnis. En fait, ils s'y intéressent depuis la fin des années 40. En 1947, la première commission d'enquête sur les ovnis. Il faut toujours garder en mémoire cette
peur de la menace soviétique. C'est la guerre froide. Les ovnis ou les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, étaient-elles des engins russes? Donc, en 1947, à la fin de 1947, on crée une première commission d'enquête sur les ovnis qu'on appelle le projet Sign, qui va devenir éventuellement le projet Grudge. Et puis en 1952, alors qu'on se prépare à enterrer ce projet en disant il y a rien là-dedans, survient ces fameuses observations de juillet 1952 qui vont donner un nouveau coup d'envoi, un second souffle aux observations d'ovnis. Et à nouveau, les autorités américaines seront interpellées et vont mettre de l'avant une nouvelle commission d'enquête, le projet Livre Bleu, le projet Blue Book, qui va tenir office de 1952 à 1969. Et Christian, on va revenir dans un instant avec à nouveau les extraterrestres. On va parler entre autres de rapports qui dorénavant ne seront plus publiés en Grande-Bretagne, des rapports sur les observations d'OVNI. Et en passant, merci d'être là. Déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, par téléphone. On sent que les circuits se remplissent puis qu'on veut nous parler. On veut vous entendre. Je rappelle notre question du jour. Pensez-vous que les gouvernements nous cachent de l'information sur les extraterrestres? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous écoutez la première de Mythes et Complots avec Christian Page et moi-même, Jeffrey Soubrani, sur les ondes d'une station Cogeco, et on revient dans environ 3 minutes. Réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et Christian, rappelons la question du jour, puisqu'on souhaite vous entendre dans les prochaines minutes. Croyez-vous qu'on nous cache de l'information sur les extraterrestres? 514-790-9850. 1-866-790-9850. Christian, on n'a qu'à penser à la campagne présidentielle américaine de 2016. Le New York Times avait recensé plusieurs déclarations d'Hillary Clinton auxquelles on s'attendait plus ou moins parce que c'était la candidate de l'establishment. Des propos sur les ovnis, la zone 51. Elle avait même formulé l'intention de rendre publiques les informations confidentielles concernant d'hypothétiques extraterrestres. Et son mari, Bill, avait d'ailleurs déjà déclaré qu'une invasion d'extraterrestres ne l'étonnerait pas. Et ça, c'est assez amusant parce que c'est vrai que les Clinton le nom des Clinton a souvent été associé à des trucs d'extraterrestres. Oui. Mais il faut savoir que dans un premier temps, Bill Clinton lui-même, lors d'une émission américaine, avait avoué que lorsqu'il avait lors de son premier mandat à la Maison-Blanche, il avait demandé à des conseillers de se rendre dans cette mystérieuse base de la zone 51. Bon, on fait rapidement le topo de qu'est-ce que c'est que cette base de la zone 51. Il s'agit d'une base militaire ultra top secret qui se trouve dans le désert du Nevada. On est à peu près à 2 heures de route de Las Vegas, au nord-ouest de Las Vegas, et on est dans une région tout à fait désertique. Le nom de zone 51 vient en fait des anciennes cartes topographiques du département de l'énergie, parce que au lendemain, déjà durant la Deuxième Guerre mondiale et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a fait des essais nucléaires aux États-Unis, on a fait exploser des bombes atomiques, et on devait essayer de trouver des endroits sur le territoire américain où il y aurait le moins de dommages à la fois pour l'environnement et également pour les populations. Donc dans le désert, dans le désert, voilà. Et on avait trouvé des endroits qu'on avait nommés zone 2, zone 4, zone 40, zone 60, et cette zone-là s'appelait la zone 51. Donc en fait, il s'agit d'un lac asséché, le Groom Lake, sur lequel on a construit, sur l'un des pourtours, on a construit une base ultra top secret. C'est de cette base-là, faut bien le dire, que on a développé des appareils ultra top secrets qui ont servi durant la guerre froide à l'espionnage. Faut se rappeler, par exemple, dans les années 1950, si ma mémoire est bonne, c'est en 1952, la mise au point du premier avion U-2, le premier avion espion américain. Et ensuite, de ces hangars, on a construit des appareils comme le SR-71 Blackbird, donc des appareils aux lignes aérodynamiques assez extraordinaires et qui ont servi à des grandes campagnes d'espionnage menées par les Américains. Et là, on nous raconte, en fait, depuis la fin des années 80, des rumeurs circulent dans le milieu des ovnis, que non seulement on y ferait des essais sur des appareils ultra secrets, mais que l'armée américaine aurait récupéré des engins extraterrestres, incluant notamment la célèbre soucoupe qui se serait écrasée à Roswell, dans le désert du Nouveau-Mexique, en 1947.
et que ces appareils auraient été amenés dans l'un de ces hangars de la zone 51 et qu'on y procéderait à ce qu'on appelle de l'ingénierie renversée. Donc, on prend ces engins, on les démonte littéralement pour connaître leurs secrets technologiques, pour pouvoir mieux les adapter à des appareils de fabrication conventionnelle. Donc, cette base, tu l'auras compris, elle est excessivement importante dans le développement de l'avionique aux États-Unis. Au moment où on se parle, Jeff, on est en train d'y construire les avions de demain, là. Donc, on comprend pourquoi on tient à garder les lieux ultra top secrets et pourquoi personne n'est habilité à s'introduire ou pénétrer le périmètre de sécurité de la base. Et là, bon, il y a toutes ces histoires d'OVNI qui circulent. Bill Clinton dit, moi-même, j'avais été interpellé par ces histoires, j'ai envoyé des conseillers. Et là, évidemment, c'est la version officielle, on n'y croit pas. Clinton dit, j'ai envoyé des conseillers, ces conseillers sont revenus en disant, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de soucoupe volante, on ne fait développer des projets ultra top secrets de l'aviation américaine. Et on a des théoriciens qui disent, ben là, c'est sûr qu'il y a des cadavres d'extraterrestres qui sont conservés dans du formol. Il y a à peu près de tout. Et là où Hillary Clinton intervient, effectivement, durant la campagne électorale, elle dit, le public américain, et on pourra revenir plus tard dans l'émission, mais le public américain n'a pas été tout à fait satisfait des réponses apportées par l'armée de l'air américaine lors des grandes campagnes ou les grandes commissions d'enquête sur les ovnis qui se sont tenues de 1947 à 1969. Alors, elle dit, je vais réouvrir les enquêtes sur les ovnis, donc pour essayer de répondre aux questionnements du public, mais il faut quand même voir derrière la position des Clinton, il faut quand même voir une ombre, un personnage qui s'appelle John Podesta. John Podesta a été Intéressant, parce que lui, c'est, en tout cas, ce qu'on sait, là, le public en général, t'en sais davantage, Christian, mais c'est que c'est un fan des bonhommes, un des plus grands fans américains des petits bonhommes verts, des extraterrestres. Voilà, c'est un type qui est passionné par la question des ovnis. Il a été le conseiller du président Clinton durant les 2 mandats du président Clinton. Il a été également conseiller à la Maison-Blanche durant la présidence de Barack Obama. Et quand il a quitté la Maison-Blanche, quand il a quitté ses fonctions sous l'administration Obama, il a écrit sur son compte Twitter que sa plus grande tristesse en quittant l'administration américaine, c'est de ne pas avoir réussi à rendre public les dossiers secrets sur les ovnis, sous-entendant bien sûr qu'il y avait des dossiers secrets. Et c'est à travers ce John Podesta, bien sûr, que les Clinton ont manifesté un intérêt pour la question des ovnis. Christian, on va prendre un appel tout de suite. On va parler avec Jacques, qui justement est aux États-Unis. Jacques, en direct de Fort Lauderdale. Bonjour, Jacques. Bonjour, Monsieur Christian, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Jacques, est-ce que vous croyez que le gouvernement américain nous cache de l'information sur les extraterrestres? Est-ce que vous pensez qu'il y a un corps qui est détenu quelque part à Area 51? Moi, je suis un petit peu comme Christian. Ça peut être oui, ça peut être non. C'est tellement... c'est un sujet tellement... c'est ambigu. Caché, mais, oui, ambigu, mais... ce que je trouve excellent, c'est qu'on a de temps à autre des rapports, comme je sais pas, ça doit dire quelque chose de Christian, je pense que c'est le colonel Cosco, quelque chose du genre. Curso, qui avait fait un témoignage. Parce que quand tu vois des gens comme ça qui font des témoignages, qui n'ont pas, entre guillemets, aucune raison pourquoi tu feras ça, sont sur le lit de mort ou des choses comme ça, ou qui disent on a gardé un secret pendant 35 ans, maintenant on peut plus vivre avec ça, ou des choses comme ça. C'est quand même assez... on se pose des questions. Parfait. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir appelé. OK, je vous remercie beaucoup. On va parler avec Jean. Bonsoir, Jean. Bonne journée, Jean. Oui. Jean, est-ce que vous croyez que les gouvernements nous cachent de l'information sur les extraterrestres? Ils nous en cachent sur d'autres choses, mais moi, je suis un grand fan de M. Page, alors non, j'y crois pas qu'il me cache des choses sur les extraterrestres, mais expérience de vie, j'ai fait la route 66, puis je suis passé par le Nouveau-Mexique, et la zone 51, là, c'est pas grand-chose, là. Excusez, là, c'est rendu... Non, mais écoute, là, on va se parler entre nous autres, là, on est dimanche après-midi, j'ai fait ça en moto, là, puis il y a des pancartes sur la route qui disent il y a des traverses d'extraterrestres. Ouais. D'ailleurs, le Toto, c'est un village de souvenirs. Très touristique, là. Oui, partout au Nouveau-Mexique, tu peux acheter des extraterrestres de toutes les formes, de toutes les grosseurs, en plastique, en métal. C'est un gros stun comme les Américains savent bien faire. Il
Ils exploitent ça, puis ça fait qu'ils vendent beaucoup d'argent, puis il y a bien du monde qui vont se promener là parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Comme M. Page dit, c'est en plein milieu du désert. Voilà. Et en fait, Jean, tu mentionnes cette histoire de traverse d'extraterrestres. Il faut savoir que le gouverneur de l'État a rebaptisé l'autoroute la Extraterrestrial Highway, hein, l'autoroute des extraterrestres. Et avant d'arriver à la zone 51, parce que bon, la zone 51 demeure un endroit qui est militarisé, auquel on n'a pas accès, mais juste avant d'arriver, écoute, il y a un petit village, et c'est probablement de ce village tu fais référence, le village de Rachel, tout petit au milieu du désert. Je crois qu'il y a un truc comme 100 habitants, et tout le monde vibre à la saveur extraterrestre. Il y a un petit restaurant, le Alien, tu sais, et on va là, et tout le monde a une histoire d'OVNI à raconter. Et comme tu le mentionnes si bien, il y a un merchandising, entre guillemets, qui est fait autour des extraterrestres. Photographie, toutou, petit bonhomme, figurine, à peu près de n'importe quoi sur les extraterrestres. Donc, c'est sûr qu'on capitalise sur, et les Américains savent très bien comment capitaliser sur des sujets controversés. Le sujet des extraterrestres étant l'un d'entre eux. Bien sûr, certains s'en mettent plein les poches. Mais c'est vrai que parfois quand on regarde un peu tout le commerce qui est fait autour de ça. Le show. Oui, le show, voilà. Donc on se demande si parfois ce n'est pas simplement un freak show. Merci Jean d'avoir appelé. Merci, bonne chance à vous autres. Merci. On parle avec mais ça doit être assez trippant quand même comme road trip en moto là sur la route 66. L'ancienne route 66, oui, voilà. Jocelyn de la Rive-Sud, est-ce que vous croyez qu'on nous cache de l'information sur les extraterrestres? Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour. Monsieur Page, j'ai déjà été dîner avec vous à Longueuil. Mon Dieu. Il y a quelques années ou quelques mois, là. Moi, je vois deux types de personnes. Allez-y. Vous avez les gens qui sont dans le déni. Et là, je parle des scientifiques et des gens ordinaires, là. Oui. C'est qu'à partir du moment où ils entendent parler des ovnis, où ils en voient, ça dépasse tellement l'entendement, cette technologie qui est très avancée, ils peuvent pas croire que des gens puissent voyager sur d'autres planètes. L'autre catégorie, c'est la censure. À partir du moment que des gouvernements et des individus croient qu'ils existent, ils ont peur de se faire attaquer. Si on regarde les films sur l'extraterrestre, c'est pas pour rassurer quand même. Et vous mentionnerais... regarde, Independence Day, on peut comprendre. Si vous me permettez de continuer... Allez-y. OK. Moi, des années 70, il y a eu beaucoup d'apparitions, puis aussi beaucoup de mouvements, comme Richard Glenn et compagnie, vous vous en souvenez? Oui, absolument. Oui, Richard Glenn, les extraterrestres. C'est ça. À cette époque, j'ai un enregistrement chez moi d'un astronome français, que lui, il disait qu'il avait vu des ovnis avec ses appareils astronomiques. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Puis je trouve que c'est d'une logique implacable. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, nous, on a à peu près 50-100 ans d'avance technologique, d'accord? Mm-hmm. Essayons plus juste d'imaginer une civilisation sur notre planète qui a 1000 ans, 2000 ans, 1500 ans d'avance technologique. Oui. Pensez-vous vraiment qu'ils peuvent pas voyager sur d'autres planètes? Et pensez-vous, vous, Jocelyn, pensez-vous qu'on va cohabiter un jour avec des E.T.? Ben, il faudrait peut-être vouloir les rencontrer. Mm-hmm. C'est ça la différence. Mettez-vous à la place d'une civilisation qui veut nous rencontrer, puis ils se font pourchasser par des avions de chasse, comme on voit dans le projet Blue Book. Oui. J'ai lu le livre au complet plusieurs fois. On voit dans le livre que les deux groupes de recherche dans le livre de l'armée, ils savaient plus trop vers la fin s'ils allaient le divulguer ou pas. Oui. Parce qu'ils savent pas comment le dire au public. C'est intéressant, je sais ce que vous mentionnez quand vous parlez de cette civilisation qui serait en avance sur nous. Moi, je me rappelle à un moment donné, et là, on est un peu à côté de la question des ovnis, on est réellement dans la question des extraterrestres. Mais je me rappelle, moi, à plusieurs reprises, j'entendais des astronomes ici au Québec, notamment l'un d'entre eux était l'un des porte-paroles du planétarium de Montréal. Et souvent, on nous disait, les extraterrestres, ils ne peuvent pas nous rendre visite parce que les étoiles sont trop éloignées dans le cosmos. Je peux vous arrêter une minute? Allez-y. Si vous me permettez. Je vais vous donner un exemple, OK? Jusqu'où ça peut aller. Je me souviens, Billy Graham, vous avez connu? Oui. C'est un grand preacher. Oui, le preacher américain, oui. Bon. Il avait écrit dans un article, je me souviens, je travaillais sur la Rive-Sud à l'époque, il a écrit un article dans le journal, il disait que les extraterrestres, c'est des vaisseaux spatials envoyés par Dieu, pilotés par des anges. Oui. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Oui, absolument. Absolument. Mais je reviens à ce que vous disiez tantôt. C'est quoi le fait de ne pas être capable de lier le lien entre des extraterrestres puis des vaisseaux spatials? Il faut quand même qu'ils véhiculent avec quelque chose.
Oui, mais en fait, moi, ce que j'essaie de mentionner... Nous, on va sur la Lune. Oui, mais moi, ce que je mentionnais tantôt, c'est qu'il faut faire attention parce qu'un ovni, si on regarde la question sur une base... Objet non identifié, d'accord. Voilà, un objet volant non identifié. Là, si on dit ce sont des extraterrestres, on comprend bien que là, on vient de entrer dans le domaine de l'interprétation. On n'est plus dans le domaine de l'observation. C'est ça, si vous Et Jocelyn, merci beaucoup d'avoir appelé. Le déni, la censure, ça va dans le même sens. Oui, absolument. À partir du moment où on est convaincu que ça existe, on peut être dans le déni ou dans la censure en fonction de ce qui ça nous fait peur ou on y croit. Oui, absolument. Parfait. Merci Jocelyn. Passez une belle journée. Il est 14h32. Dans un peu plus de 2 minutes, on va poursuivre l'émission et on va parler des rapports britanniques sur les ovnis qui ne sont plus publiés désormais. Croyez-vous que les gouvernements nous cachent de l'information sur les extraterrestres? Vous écoutez Mété Complot jusqu'à 15h. Merci de participer. Merci Christian. On vient dans un instant. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. Et d'abord, Christian, revenons sur cette affaire en Angleterre, le Bureau de l'aviation qui met un frein à la publication des informations sur les ovnis. Oui, en fait, ça c'est... Évidemment, pour les amateurs d'OVNI, c'est une mauvaise nouvelle. En fait, ce ne sont pas les autorités de manière générale britanniques. Il faut savoir, Jeff, que depuis quelques années, les gouvernements, particulièrement celui de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, rendent public leurs dossiers sur les ovnis. On le sait qu'ils ont colligé énormément d'informations sur le sujet et grâce à l'avènement du web, de l'Internet, ces dossiers maintenant sont à peu près accessibles pour monsieur et madame tout le monde. Les gens qui nous écoutent, par exemple, n'ont simplement qu'à aller dans leur moteur de recherche, taper UFO, par exemple, FBI, UFO CIA, et ils vont tomber sur les dossiers qui ont été mis en ligne par les services, les agences de renseignement américaines. C'est vrai également du côté de l'Angleterre et de la France. Donc, les autorités rendent publiques leurs observations d'OVNI. Mais voilà que il y a une organisation qui a décidé de faire, lui, un peu cavalier à part, et c'est le Bureau de l'aviation civile britannique. Le CAA, le Civil Aviation Authority, et le CAA a décidé que lui ne rendrait plus public ses dossiers sur les ovnis parce que c'est assez intéressant là ici. Il faut savoir que chaque année, les bureaux d'enquête de l'aviation civile, c'est vrai par exemple le bureau des enquêtes ici au Canada, c'est vrai en France, en Angleterre, le bureau qui fait l'administration des incidents aériens ou du transport, par exemple ici c'est le ministère des Transports, on a le bureau de la sécurité dans les transports. Lorsqu'il y a des incidents, des accidents, ces gens-là vont enquêter sur ces rapports-là. Et chaque année, ces bureaux reçoivent un certain nombre d'observations rapportées par du personnel volant, donc soit des hôtesses, des pilotes, des copilotes qui racontent avoir été témoins d'une observation d'OVNI. Par exemple, au Canada, si on regarde quelque chose qui nous touche de près, l'automne dernier, un appareil, un Dash 8 de la compagnie Porter, a failli être percuté par un OVNI alors qu'il s'apprêtait à se poser à l'aéroport central de Toronto. Donc, l'avion en question était en vol au-dessus du lac Ontario. Il était à peu près à une 50aine de kilomètres des côtes, à peu près 9000 mètres d'altitude. Et voilà que les pilotes ont vu surgir devant l'avion un objet relativement petit, à peu près 2 mètres de diamètre, et cet objet fonçait sur l'appareil de la Porter, de la compagnie Porter. Le pilote, au dernier moment, a fait une manœuvre pour esquiver cet objet volant non identifié. C'était pas un oiseau, là. Et c'était pas un oiseau. Et voilà que 2 des hôtesses en cabine se sont retrouvées les 4 fers en l'air et ont été légèrement blessées. Là, on s'entend là une courbature, mais on voit que la manœuvre a été très très rapide et très direct. Lorsque l'appareil s'est posé, Jeff, il y avait, évidemment, on a fait un rapport de l'incident. Le Bureau de la sécurité dans les transports a enquêté sur l'affaire. Lorsqu'elle a été rapportée dans la presse, on parlait au départ d'un drone, parce qu'on parle bien sûr d'un petit objet, mais rapidement, le Bureau de l'enquête a rejeté l'hypothèse du drone en disant 50 km au large des côtes, 9000 mètres d'altitude, trop haut, trop loin pour être un drone. Donc, on n'a pas d'explication. Et pourquoi,
Christian, ces rapports-là seraient plus importants que les observations de monsieur, madame, tout le monde? Parce que la plupart du temps, lorsqu'ils sont enquêtés, comme par exemple par le Bureau de l'aviation civile britannique ou les enquêtes menées par le Bureau de la sécurité dans les transports au Canada, les enquêteurs sont des enquêteurs professionnels. Ouais. Ces gens-là n'ont pas un mandat de nous faire croire ou non à la présence d'ovnis ou d'extraterrestres. Parce qu'il faut bien le dire, à part la France, et on pourra y revenir, mais à part la France, il n'y a pas de pays où on a un organisme étatique qui s'intéresse aux observations d'OVNI. Seule la France s'est dotée au sein de son agence spatiale, de sa NASA française, qui s'appelle le Centre national des études spatiales, qui se trouve à Toulouse. Ce sont eux, par exemple, qui lancent les fameuses fusées Ariane depuis la Guyane en Amérique du Sud. Donc, le CNES s'est doté d'un petit organisme étatique qui s'appelle le GEPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les enquêteurs, bien sûr, ce sont des enquêteurs professionnels, comme le sont le Bureau de l'aviation civile ou le Bureau de la sécurité dans les transports. Donc, on a quand même de l'information crédible à propos des ovnis. C'est pas le free-for-all, Voilà. Il y a des enquêtes qui sont faites. Ces gens-là ont accès à l'ensemble des données, l'ensemble des rapports, à la fois les boîtes noires, à la fois les communications radio, les relevés radars, et on connaît le professionnalisme de ces enquêteurs. Lorsqu'un avion s'écrase, par exemple, ce sont ces mêmes enquêteurs qui vont récupérer les débris de l'avion, le reconstituer dans un hangar, parfois avec des débris à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes, pour finalement nous dire quelles sont les causes de l'écrasement de l'avion. Alors quand ces mêmes enquêteurs nous disent, voilà, comme dans le cas de l'avion de Porter, on a enquêté là-dessus, on a vérifié tous les rapports, on a vérifié les radars, on a vérifié tout ce qui venait des autres aéroports, on a vérifié les corridors aériens, et on n'a pas d'explication sur cet incident. Alors Et là, Christian, on sait peut-être quelque chose. Les circuits sont pleins, les gens souhaitent nous parler. Benoît de Mirabel. Benoît, est-ce que vous pensez qu'on nous cache de l'information sur les extraterrestres? Oui, personnellement, oui. Je pense que on est même un petit peu en retard si on regarde dans d'autres civilisations, que ce soit asiatique, au niveau de la civilisation surtout, oui, au niveau orient. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut penser que les choses, c'est une chose. Parce que moi, dernièrement, j'ai vu une lumière à Mirabel. C'était bizarre parce que je croyais que c'était une étoile. Puis ça flashait vert, jaune, rouge, vert. Puis moi, je suis un gars qui C'était pas des feux d'artifice, là. Non. Mais j'aime admirer le ciel. Vous savez, les gens qui regardent pas le ciel, ils ne voient jamais rien. Moi, je suis une personne qui admire le ciel. Donc, bien souvent, il m'a été donné de voir des choses un petit peu spéciales. Puis, mais vous, Benoît, donc, vous croyez aux extraterrestres? Moi, je ne sais pas en quoi je crois, mais ce que je peux dire, c'est que si on se réfère à la Bible, ce serait des démons, ce serait des anges déchus du ciel qui... ça dépend de ce qu'on croit, mais chose certaine, il y a des choses vraiment, mais vraiment spéciales. Puis, ce qui est plus facile à dire, c'est que selon une petite joke inside, là, Benoît de Tiruzac, il dirait que ce serait plus facile de parler à un alien qu'un gouvernement du Québec libéral. Mais ça, c'est ça, c'est une autre chose. Mais réellement, il y a des choses spéciales qui se passent. Puis je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu, qu'on soit chrétien, qu'on croit pas. Il y a Parfait. Quelque chose qui Merci se passe. beaucoup. Merci, Benoît, d'avoir appelé. On va parler maintenant avec Émile. Émile, vous êtes intéressé à la zone 51. Oui, l'année passée, je m'intéressais beaucoup à la zone 51 avec mes amis. On avait à la bibliothèque de l'école, on prenait des livres. Émile, vous avez quel âge, Émile? Un jeune auditeur. Moi, j'ai 11 ans. 11 ans. Alors déjà, merci de nous intérêt. avoir appelé, oui. Merci, d'être là. Un intérêt pour les extraterrestres. Oui, moi, j'ai commencé à croire aux extraterrestres. L'année passée, j'ai fait deux observations d'OVNI. Une, comme Benoît avait dit, ça flashait vert, rouge et jaune. OK. Puis une autre, c'était un chose de point blanc qui faisait des zigzags dans le ciel. Et dans les Laurentides? Ouais. OK. En été, là?
C'était vers, je pense qu'on était au printemps, là. Oh, OK. J'allais dire les Perséides. Je tente d'expliquer, mais on a des sources sûres, et c'est ce qu'on a appris à l'émission jusqu'à maintenant, Émile. Des ovnis, ça existe. Ouais, et ça, c'est amusant. Parce que c'est des objets non identifiés. Et ça, c'est amusant, Jeff, que tu mentionnes cette histoire-là, parce que souvent, on entend des ufologues, ou même j'ai vu des publicités à la télévision où on annonçait une future émission sur les ovnis, où on disait haut et fort, le gouvernement cache la réalité des ovnis, ou les gouvernements nient l'existence des ovnis. Alors que ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été le cas. Par exemple, si on regarde les grandes commissions d'enquête américaines sur les ovnis, le fameux projet Blue Book, que les ufologues diabolisent souvent, ce projet-là s'est terminé en décembre 1969. Ses conclusions ont été publiées au tout début de 1970. Et ce que l'on lit dans les conclusions du rapport, ils nous disent, durant toutes ces années, nous avons enquêté sur 12 613 observations d'ovnis très précisément. Et de ces 12 613 observations d'ovnis, 701 demeurent non identifiées. Donc, le gouvernement nie pas l'existence des ovnis. Il dit, on en a 701 de non identifiés. Ce qu'ils ajoutent, par contre, et c'est peut-être ça que les ufologues diabolisent et ont tendance à trop élargir, les autorités américaines ont dit, on a 701 cas non identifiés, et ils précisent 701 cas non identifiés et qui n'étaient pas dans la catégorie cas insuffisamment documentés. On avait une catégorie à part pour ça, et il y avait ces cas bien documentés, mais pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Et là, les autorités ajoutent, néanmoins, malgré la présence de ces objets volants non identifiés dont on reconnaît l'existence, rien ne prouve que ces engins soient des objets d'origine extraterrestre. Donc, entre dire on n'a pas de preuve que ce sont des extraterrestres qui nous visitent et dire il n'y a pas d'ovnis, il y a un monde entre les deux, malheureusement, souvent dans les publicités, souvent dans le discours des ufologues, on ne fait pas cette nuance-là. Émile, merci d'avoir appelé. Ah, de rien. Quand même assez génial qu'un enfant de 11 ans appelle à l'émission, ose appeler à la radio. On va parler avec Marc. Bonsoir, bonne journée, Marc. Marc, oui, bonjour. Est-ce que vous croyez qu'on nous cache de l'information sur les extraterrestres? Il y a des bonnes chances. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, en tout cas, je vous référerais peut-être à Paul Hellyer. Je sais pas si vous connaissez Paul Hellyer. Oui, absolument. Donc, lui, devant le Congrès américain, est allé dire carrément que non seulement que ça existe, mais que les gouvernements font affaire avec. Donc, un ancien ministre de la Défense. Alors, je pense que les gens... aller jusqu'à faire affaire avec les extraterrestres. Là, on entre réellement dans la théorie du complot. Non, mais quand vous avez un ancien ministre de la Défense canadien qui s'en va en plein congrès dire des choses comme ça, je pense qu'il faut l'écouter un peu. Ouais. Les gens, c'est disponible sur YouTube. Oui, en fait, devant le congrès. Non, il n'est pas devant le congrès. Là, c'est là qu'il faut quand même faire des nuances. Merci Marc d'avoir appelé. Merci beaucoup Christian. Après la pause, j'aimerais que tu qu'on poursuive sur la question. Je vais commenter ce truc sur de Paul Hellyer. Il faut quand même faire quelques précisions là-dessus. Après la pause, je vais te revenir avec ça. Restez là, mesdames, messieurs. Le dernier droit de Mythes et Complots dans un instant au 98.5 Montréal et au 104.7 Outaouais dans 3 minutes. Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots au réseau Cogeco. Et à ceux qui se joignent à nous, vous écoutez la nouvelle émission Mythes et Complots. Christian Page, enquêteur du paranormal, et moi-même, Jeffrey Soubrani, on vous accompagnera tous les dimanches entre 14 et 15 heures. Et juste avant la pause, on vous a laissé en suspens avec un auditeur qui annonçait en ondes avoir des sources fiables provenant du YouTube sur un certain Paul Hellyer. Et ça, c'est amusant parce que quand on parle de Paul Hellyer, on tombe ici, ce que nous, les journalistes, on appelle l'argument d'autorité. Bon, Paul Hellyer, c'est l'ancien ministre de la Défense fédérale sous le gouvernement de Diefenbaker. Il a été en poste de 1963 à 1967. Ensuite, il a fait un peu cavalier seul, il s'est retiré, voilà. Bon. Et Paul Hellyer, depuis une quinzaine d'années maintenant,
Je te rappelle, il a été ministre entre 1963 et 1967, période durant laquelle il ne s'est jamais intéressé à la question des ovnis. Très important. J'ai déjà même rencontré Paul Héllière à quelques reprises et à un moment donné, dans une conférence à Ottawa, j'ai demandé à Paul Héllière, j'ai dit, Monsieur Héllière, quand vous étiez au pouvoir, vous étiez ministre de la Défense, savez-vous quels étaient les programmes qui étaient consacrés à la question des ovnis? Il a été incapable de me répondre. Et pourtant, il y en avait 2. Donc, cela étant dit, Paul Héllière s'est découvert un intérêt pour la question des ovnis il y a à peu près une quinzaine d'années. Ses sources ne sont pas les dossiers du ministère de la Défense fédérale. Ces sources sont Internet, des contactés, donc des gens qui se prétendent en contact avec des extraterrestres, des rencontres faites à gauche ou à droite. Récemment, Paul Héllière a dit qu'il avait rencontré des extraterrestres au Nevada, en fait à Las Vegas. Il les a rencontrés dans la rue. Dans une soirée, il raconte qu'il y aurait arrosée. à peu près 80 sortes d'extraterrestres qui vivraient sur Terre, 80 races qui seraient regroupées en 4 types particuliers. Il y aurait les extraterrestres qui ressemblent à des menthes religieuses, des extraterrestres qui seraient du type petit gris, extraterrestres qui seraient des grands gris et les grands blonds qui seraient finalement si semblables aux humains qui se mêleraient aux populations sans qu'on sache qui ils sont. Ce Paul Héllière ne s'est pas prononcé, contrairement à ce que notre auditeur a dit, il ne s'est pas prononcé devant le Congrès américain. Parfait. Jamais. Mais il y a quelques années, il y a un type qui s'appelle Stephen Greer, qui est un ancien urgentologue qui travaillait en Virginie, a mis de l'avant un projet qui s'est appelé le projet Disclosure. Dans le projet Disclosure, il a mis en place une espèce de plateforme qui permettait à des gens qui avaient occupé des postes importants de venir parler de la question des ovnis ou même de raconter leurs expériences. Ces rencontres ont eu lieu à Washington, D.C., mais devant la presse. C'était le Press Club à Washington, D.C. C'est pas le Congrès américain. Ces gens-là, absolument, ces gens-là se sont réunis derrière une table et chacun ont pris la parole pour expliquer leur relation avec la question des ovnis. Paul Héllière était du groupe et il se présente, bien sûr, j'étais l'ancien ministre de la Défense, mais rien, je le répète, rien dans ce qu'il dit ne provient de cette connaissance empirique de l'époque où il était ministre de la Défense. Et ça, c'est l'argument d'autorité. Ce n'est pas parce que Paul Héllière a été ministre de la Défense entre 1963 et 1967 que son discours aujourd'hui, alors que Paul Héllière est âgé de 90 ans, ça ne veut pas dire que son discours soit éclairé d'une connaissance empirique qui vient du milieu. Donc ça, c'est l'argument d'autorité. Il faut faire excessivement attention avec ça. Et je sais que tu as vérifié l'information et que tu as la réponse. Est-ce qu'on peut penser qu'on va prouver un jour, et hors de tout doute, l'existence des extraterrestres ou une forme de vie à l'extérieur de la Terre? Si on exclut la question des ovnis, parce que le débat reste ouvert, est-ce que oui ou non, on a été visité par des extraterrestres? Est-ce que les autorités nous cachent la vérité sur une présence extraterrestre? Tout ça est un débat ouvert. On pourra en reparler soit si on a encore quelques minutes dans l'émission ou dans une émission future. Mais pour ce qui est de la question des extraterrestres eux-mêmes, donc la vie, une civilisation extraterrestre, la NASA nous raconte, ou à tout le moins affirme qu'avec l'avènement de nouvelles technologies à la fois pour écouter les extraterrestres, donc des radiotélescopes, ou pour observer la vie qui serait possible sur d'autres planètes à travers des télescopes et particulièrement les télescopes spatiaux qui ont permis la découverte de milliers de planètes, des exoplanètes. Je crois qu'on est rendu à 2500 ou 3000 exoplanètes. Maintenant, on sait ce qu'il faut regarder. Donc, quand on observe ces exoplanètes, on doit chercher dans l'atmosphère de ces exoplanètes, d'abord, des planètes qui ressemblent à la Terre. On en a plus d'une 50aine maintenant d'identifier. Il faut chercher des traces d'une pollution, une pollution artificielle qui prouverait la présence d'une industrialisation sur ces planètes. Donc, la NASA sait ce qu'elle cherche et elle annonce haut et fort que entre 10 et 20 ans d'ici, on aura la preuve irréfutable de la présence ou non de civilisations extraterrestres dans l'univers. Et je veux qu'on parle rapidement, Christian, de ton livre « L'enquêteur des théories du complot ». Voilà. Quelle est la frontière, parce que tu expliques dans ce livre-là, la frontière entre un mensonge gouvernemental et une conspiration en quelques secondes, Oui, absolument. Donc, les gens confondent souvent complot avec népotisme, copinage, enveloppe brune, un chum, c'est un chum. On les connaît toutes. En fait, un complot, faut bien s'entendre qu'un complot, c'est une réunion de gens ou un groupe de gens qui se réunissent
utilisent pour commettre un acte illégal, criminel ou immoral. Paver des rues à Montréal, ce n'est pas illégal, c'est pas immoral. La façon dont les contrats sont obtenus est discutable, mais ce n'est pas un complot. Ouais. Et question de complot, bien sûr, cet ouvrage, L'enquêteur du paranormal et théorie du complot, sort ce mercredi. Et pour les gens qui seront intéressés à en connaître davantage, dès le 9 septembre, à Montréal, je tiens une conférence sur les théories du complot. Toute l'information au christianpage.ca. Christian, ben ça y est, c'était la première. Voilà. Ça met un terme à l'émission. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. 2 rendez-vous le week-end prochain, dimanche et lundi pour la fête du travail à 14h. L'émission est rediffusée les dimanches soirs 23h et n'hésitez pas à nous écrire pendant la semaine à mythe au pluriel à cogecomedia.com. Salut, à bientôt.